on va commencer par présenter, bon, sur la question du dialogue social, et c'était pour faire quand même une présentation globale de cette question-là aujourd'hui, comment elle se pose. Bon, surtout que là, vous avez tous vu cet été que ça a été une question qui a été pas mal relancée, en particulier avec l'histoire de la conférence sociale. Et bon, voilà, c'est au sujet un peu de tout, les universités d'été du MEDEF, toute la presse en gros tout l'été, les propos de Valls et Hollande, tout le monde commente cette question du dialogue social, comment il devrait être, pas être, parce qu'il en faut plus, moins, etc. etc. Et c'est vrai qu'à cette conférence, il a suffi finalement, enfin, en tout cas le refus de Solidaire d'abord, puis de la CGT et de FO, et enfin de la FSU, de participer à cette mascarade qui était destinée à faire passer le pacte de responsabilité. Là, elles ont quand même mis Valls et Hollande un peu en difficulté parce que, surtout que ça venait, en particulier après la grève des cheminots, qui est une des premières grèves à vraiment s'affronter au gouvernement et à sa politique. Et alors que justement le côté du gouvernement de gauche aujourd'hui a renforcé ce côté dialogue social et de syndicats qui n'osent pas s'affronter clairement au gouvernement, après cette grève des cheminots, donc, ils avaient vraiment besoin de ce sommet pour arriver, disons, ou associer un tant soit peu ce qu'ils appellent les partenaires sociaux à leur politique. Alors cette annonce de boycott a suffi aussi pour entendre le patronat, complaisamment relayé par une grande partie de la presse. On a exhorté, enfin bon, y compris, ils ont dénoncé vraiment les syndicats, les forces antidiluviennes, la tyrannie du statu quo, etc. Et appelé le gouvernement à passer à l'offensive. Et Valls, d'ailleurs, lui, comme si de rien n'était, s'est félicité de tout ça, en disant que cette farce de sommet voilà, était très positive et que maintenant il faut avancer et imposer de mauvais coups. Et y compris, ils ne cachent même plus le mépris qu'ils ont compris pour les Le Pen et compagnie, alors que pourtant ils mettent tant de bonne volonté à participer à tout ça. Et du coup, les directions syndicales, elles peuvent plus masquer aujourd'hui qu'il n'y a rien à gagner pour les salariés dans cette politique, si ce n'est finalement l'accompagnement des reculs. Parce que globalement, il est clair que leur marge de manœuvre se rétrécit. Il n'y a plus de grain comme disaient certains à une époque, en perspective, sauf pour la CFDT, qui a quand même réussi, elle, à trouver des avancées dans cette mascarade. Mais bon, le seul vrai gagnant, c'est évidemment c'est le patronat qui lui est ressorti avec 41 milliards d'exonération de cotisation dans la poche. Donc, cette question du dialogue social, elle revient vraiment. Alors, c'est évidemment pas franchement une nouveauté. Depuis très longtemps, les bureaucraties syndicales qui jouent un peu ce rôle d'intermédiaire, on dira, entre le patronat, l'État et les travailleurs. Comme ils sont surtout préoccupés de ce rôle-là et des places qui vont avec, plus qu'évidemment de la lutte de classe, que l'organisation des salariés, etc. Mais depuis quelques années, ce dialogue social, il se déroule aussi dans un cadre qui est aussi le cadre d'une profonde offensive contre le monde du travail, et aboutit aujourd'hui, finalement, à une certaine compris transformation du syndicalisme. On comprendra un peu en voyant les différents secteurs, mais c'est sûr, dans un syndicat comme la CGT, ça devient quand même assez sensible. Il y avait un article là, dans les Échos du mois d'août, y compris qui, revenant après toutes les déclarations de la conférence sociale, expliquait un peu la situation d'aujourd'hui. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que les syndicats font moins de grève et signent plus d'accords aujourd'hui que jamais par le passé. La CGT, là où elle est implantée, a signé 85% des accords en 2013. Et c'est un chiffre stable depuis 2011. On en était à 82% en 2008 au moment de la loi sur la représentativité. Pour les autres confédérations, FO, il faut savoir, c'est près de 90%, et la CFDT au record absolu avec 94%. Mais au niveau... Alors, avec un fait aussi qui noté, on y reviendra, c'est que dans les boîtes, les accords signés, il y en a bien plus qu'au niveau des branches professionnelles ou que les accords nationaux. Où là, on peut jouer un peu plus avec des choses différentes. Ceci dit, même au niveau des branches professionnelles aujourd'hui, certains syndicats qui signaient pas beaucoup par le passé, comme la CGT, aujourd'hui c'est à 32%. FO et la CFDT 75%, et CFDT 83%, là c'est même un record historique. Donc là, ce qui va avec, y compris toute la politique de la CFDT vis-à-vis du gouvernement aujourd'hui, c'est évident. Donc, en fait, tout ça, c'est aussi une évolution qui va avec le fait qu'aujourd'hui un accord de branche doit recueillir
recueillir au moins 30% des voix de salariés, disons, pour être valable avec la loi de la représentativité. Mais ce que ça dénote aussi, c'est une façon, une conception des choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi plusieurs organisations qui signent quelque part pour défendre les quelques miettes qu'il peut y avoir parfois dans ces accords, sans oser dénoncer clairement toute la politique patronale que par ailleurs ils peuvent aussi contenir. Et c'est un peu cette façon un peu de concevoir, voilà, un syndicat où on va choper, voilà, quelques miettes dans toute une situation d'offensive globale qui pèse lourd. Alors cette augmentation aussi des accords signés dans les entreprises, elle s'est, y compris là aussi, c'est assez révélateur, hein, je trouve, accélérée à des moments bien déterminés. Hein, c'est pas quelque chose qui est venu de façon très régulière. Il y a eu au moins deux étapes. Ça a été celle d'abord des lois sur les 35 heures d'Aubry, pour ceux qui s'en rappellent maintenant, je peux dire. C'est-à-dire à la fin des années. C'est le gouvernement Jospin 97-2000 de la gauche plurielle avec le PC. Et justement, en introduisant un accord sur le temps de travail qui était négocié entreprise par entreprise, pour développer justement toute une politique. Hein, c'est le moment où la CGT on voyait la vidéo avec un gros stylo pour montrer que oui, on pouvait signer des accords offensifs, etc. Et c'est toute cette politique qui a démarré aussi à ce moment-là, et qui sur le fond a permis au patronat d'imposer la flexibilité du travail et la fin de la semaine du travail fixe de 39 heures à l'époque. La droite n'a eu ensuite qu'à améliorer la loi du point de vue des patrons, qu'à un peu plus détricoter l'affaire sur le temps de travail, et tout en gardant bien évidemment le volet sur la flexibilité. Et puis notre grosse étape, ça a été la loi de représentativité sous Sarkozy, qui a été quand même lancée au départ par un texte commun entre la CFDT, la CGT et le MEDEF. Bon voilà quoi, les partenaires sociaux s'entendaient pour définir quel syndicat est représentatif. Hein. Bon voilà, c'était en plein justement ce syndicat du dialogue social et du diagnostic partagé. Alors au niveau des entreprises elles-mêmes, le fait que les accords signés augmentent, ça aussi, ça mérite c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir, mais ce que ça traduit, contrairement à tout ce qu'on nous raconte sur le dialogue et tout le reste, c'est que ça traduit surtout une offensive unilatérale des patrons, qui est de ce point de vue-là bien aidée par le gouvernement. Parce que, bon, c'est une fable cette histoire du dialogue, etc., que reprennent les confédérés. Parce qu'en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que le patron a le droit aujourd'hui de dénoncer de façon complètement unilatérale n'importe quel accord d'entreprise qui existait par le passé, d'y revenir, de dire maintenant je joue des discussions, et un an après, s'il n'y a pas de nouvel accord qui en sort, de dire c'est la décision patronale qui s'impose. Et de ce point de vue-là, le Code du travail fonctionne comme ça. Du coup, ça ressemble bien plus à un chantage qu'à autre chose. Et le vrai problème sur lequel on se trouve aujourd'hui, c'est que cette politique du dialogue social lie les travailleurs pieds et poings liés justement à cette politique du chantage, au lieu justement de s'affronter vraiment à tout ça, de formuler une politique offensive, au lieu de finalement revenir à accompagner les mauvais coups, voire finalement d'aider les patrons à les infliger. Juste là-dessus, il va y avoir encore de nouvelles offensives qui se préparent, justement sur ces remises en cause, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur le temps de travail, etc. Il y avait cet été Varin, l'ancien de PSA, qui réclame, lui, la modernisation du dialogue social, insiste pour que les choses soient discutées entreprise par entreprise, etc. Et entre autres, son cheval de bataille, c'est l'extension des accords de compétitivité, en disant aujourd'hui, c'est soi-disant pour les entreprises en difficulté qu'on peut appliquer de tels accords, donc ils peuvent remettre en cause le salaire, le temps de travail, etc. Donc ils réclament vraiment une extension, une discussion qui puisse être, voilà, bien plus large. Donc c'est justement ce genre de chantage, cette véritable offensive qu'il y a aujourd'hui dans le patronat pour faire du gain de productivité à tout prix. Voilà, mais donc si dans les boîtes, encore, bon, cette situation-là s'est développée, si dans les boîtes cette situation-là s'est développée, alors bon, les équipes syndicales se sont trouvées confrontées à ça, mais évidemment, la plus grande responsabilité, on revient aux directions des grandes confédérations, quand justement elles accèdent ce dialogue pipé du gouvernement et du MEDEF, tout en refusant évidemment de formuler une politique offensive, de créer un rapport de force par la lutte dans la rue, en cherchant justement à bloquer la machine et à créer notre dynamique aujourd'hui. Alors,
Ce qui est, par contre, je crois, justement pour la rentrée, ce qui va nous intéresser, je crois, dans tout ça, c'est que par contre, cette question, il est sûr qu'aujourd'hui, elle se débat bien plus largement, disons, dans les organisations syndicales. Bon, le coup, par exemple, encore une fois, que les syndicats aient refusé de participer à la comédie de la conférence sociale, même si le gouvernement compte bien que tous viennent négocier, discuter tout ce qui va se passer à la rentrée, ça dénote le fait, en tout cas, qu'il y a vraiment de la discussion et du refus de cette politique, parce que Le Pen, il voulait vraiment y aller. Et en tout cas, le fait que des fédérations comme l'UGFF, la métallurgie, il y a eu la FINPAC, l'éducation, il y a eu y compris des unions départementales qui ont pris position contre ça, ça exerce une pression, c'est sûr, au sein des appareils, et c'est pas si simple. Bon voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là-dessus, sur lequel je crois qu'on a tout intérêt, nous, à s'appuyer, à discuter, à dénoncer, à montrer que cette politique, en quoi elle est néfaste pour les travailleurs, en quoi il faut rompre avec le dialogue social et préparer et former une politique pour la lutte et pour la défense de nos intérêts. Alors, ceci dit, que les choses soient claires, elles n'y sont pas allées, mais les élections confédérales n'ont pas changé de politique sur le fond. Bon, je le disais, elle compte la repartir sur tout le volet de négociation de septembre, qui démarre d'ailleurs très bien, puisque le premier truc sur lequel ils vont discuter, c'est l'histoire des seuils des entreprises pour les DP, les CE, etc. Et déjà, les premières pistes que file le gouvernement, c'est de reprendre ce que dit en gros le MEDEF. Donc, si les directions confédérales, certes, elles n'ont pas changé, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au sein des syndicats, il y a des voix qui se font entendre clairement contre cette politique. Et voilà, que nous, on a justement tout intérêt à relier, sachant que c'est clair aussi qu'il y a un autre mécanisme qui vient renforcer ça aussi, c'est la rupture évidemment profonde des travailleurs, en particulier avec le PS, avec le gouvernement et sa politique aujourd'hui. Parce que c'est évident que même ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé l'an dernier, le fait que Sarah, le fait qu'il y ait vraiment des gens qui contestent cette politique, s'appuie évidemment aussi sur le fait que on voit aujourd'hui un gouvernement qui mène une politique dans la continuité même de Sarkozy et qui aggrave encore plus les coûts, puisque les remises en cause sont encore plus fortes maintenant, parce qu'il s'agit vraiment de satisfaire les appétits des patrons. Alors là-dedans, on a des perspectives justement pour les militants anticapitalistes. Nous, notre job, c'est justement de renouer avec une toute autre politique, et celle de la lutte de classe. Et justement, en partant, et en voyant qu'il y a toute une adaptation au cadre du dialogue social, qui est une réalité bien concrète, bien tangible, y compris dans les organisations syndicales. Alors, on le voit, c'est de fait, quand on voit les CE, les DP, les CHSCT, certes, ça a toujours été le produit d'un certain rapport de force, que les patrons ont dû lâcher à des moments donnés, mais aujourd'hui, ils s'y sont adaptés, savent les utiliser dans leur propre but. Et nous, il est clair que ce qu'on veut défendre aujourd'hui comme conception, c'est le syndicalisme. C'est pas un partenaire social, c'est au contraire un outil d'organisation des travailleurs, un outil démocratique et un outil pour la lutte. Alors, au travers de l'activité syndicale, justement, des revendications et des bagarres de tous les jours, nous, tout notre problème aujourd'hui, c'est justement de formuler cette rupture avec le dialogue social. Et ça passe par quand même une conception des choses justement qui affirme aujourd'hui le besoin de faire, y compris de la politique. Parce que, quelque part, quand on se bat justement contre cette adaptation des organisations syndicales à ce rapport qui s'est tissé toutes ces dernières années, on se bat pour l'indépendance de notre camp, de notre classe, mais ça veut dire justement renforcer la conscience de classe, formuler nos intérêts collectifs de travailleurs face à ceux des patrons et du gouvernement. Et ça, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un recul là-dessus, que le côté, justement, le plus politique, ça a reculé face à la pression d'en face. Et bien des syndicalistes se retrouvent dominés par les raisonnements des patrons, voire parfois du gouvernement, sur la productivité, la compétitivité, la concurrence, etc. Et c'est justement, aujourd'hui, rompre avec le dialogue social, ça peut se faire qu'en formulant vraiment nos intérêts de classe le plus clairement possible. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dès que des revendications importantes se formulent. Parce que dans une période d'offensive des classes dominantes comme aujourd'hui, la moindre revendication un peu sérieuse a vite vraiment un caractère politique. Alors, on l'a vu récemment par exemple avec la lutte des cheminots,
qui de fait, en posant le problème voilà, de la défense de leur statut, ce qu'ils allaient devenir, etc., pose en fait l'exigence du retour de l'ensemble de la SNCF dans le cadre du service public, face à la mise en concurrence, qui est tout azimut destinée voilà, à servir les intérêts des capitalistes privés. Et ça, c'est une question politique gouvernementale, clairement. Voilà. On voit également dans les luttes sur les salaires, qui de fait contestent, qui de fait voilà, remettent en cause le système même quoi, des capitalistes qui nous mettent tous en concurrence les uns les autres. Mais une telle bagarre, elle est aussi une lutte qui a un caractère politique, parce que le gouvernement là-dedans, il a toute une politique, comme le blocage du salaire des fonctionnaires, le SMIC qui restera des pâquerettes, et toute la discussion et tout ce qu'il entretient aujourd'hui sur la baisse nécessaire du coût du travail. Donc c'est une bagarre qui peut se mener à l'échelle d'une boîte, y compris en essayant de faire l'opinion autour, de propager, etc., de défendre notre droit voilà, à vivre et à refuser d'être des marchandises. Et de même, la lutte contre les licenciements, c'est pareil, elle conteste le sacro-saint, comment dire, le droit de propriété des capitalistes, de celui de disposer de la vie de milliers de travailleurs. Et l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous, tout ça sont autant de revendications qui posent le problème de qui dirige. Bon voilà, donc c'est juste pour en tout cas introduire là-dessus, c'est que dans la période de crise dans laquelle aujourd'hui on se retrouve, toutes ces questions vont poser le problème, à la fois dans le boulot syndical, mais vont poser le problème d'une bataille d'opinion, de l'extension de la lutte, de la défense d'intérêts collectifs face aux classes possédantes. Et voilà, et dans toute cette bataille-là, la question de la lutte politique contre le gouvernement PS-MEDEF, elle est centrale. Elle pose aussi celle de l'affrontement auquel nous devons préparer. Et voilà, dans tout le boulot qu'on a à faire devant nous, lier la question politique et sociale, c'est quelque chose qu'il nous faudra aussi vraiment discuter dans les différentes organisations syndicales où nous nous trouvons. À partir de cette présentation générale, ce qui évidemment est à mon avis indispensable, c'est de voir quand même quelles sont les nuances, et plus que les nuances parfois, qu'on doit apporter dans l'appréciation et surtout dans la politique qu'on peut mener dans les autres confédérations. Alors, je vais centrer plutôt mon propos sur la CGT, d'une part parce que c'est ce que je connais quand même un petit peu le mieux, et puis parce que, on va dire pour la plupart d'entre elles, à part les solidaires qu'on verra après, c'est à la fois une politique d'abord largement commune, si on voit CFTC, CGC, et encore même Force ouvrière, il faudra apporter des nuances, mais en tout cas, des organisations confédérales qui, depuis très longtemps, leur logique politique, au niveau des confédérations, c'est celle de l'accompagnement du système, et c'est pas dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est des organisations qui sont nées comme ça. Donc, alors ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, je pense que des camarades ici pourront probablement témoigner, d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'à la base, comme on dit, c'est aussi simple que ça. Mais grosso modo, à la fois l'image que portent les confédérations, au niveau des confédérations, c'est plus facile à dire, au niveau des structures intermédiaires, c'est vraiment cette politique qui est portée. Ce qui n'empêche pas qu'ici ou là, localement, que des structures d'entreprise, voire d'entreprise de branche, je pense que c'est plus rare, peuvent avoir des politiques qui sont différentes. Alors, si on prend la CFDT, je mets un petit peu à part. Pourquoi? Parce que, en fait, la CFDT, si elle est née de la CFTC, qui aussi s'inscrivait complètement, en fait, à sa naissance contre la CGT, donc une position politique radicalement différente, et dans les années légèrement pré-68 et post-68, apporter une image de combativité. Donc voilà, vous avez peut-être vu dans le haut, dans l'exposition que j'ai montée, on voit Edmond Maire revendiquer la possibilité de création de syndicats de soldage, parce que je l'ai mis exprès, parce que ça donne un peu la tonalité qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc avec une confédération qui apparaissait et qui était dans les faits d'ailleurs plus radicale que la CGT, et surtout plus à l'écoute de ce qui s'était passé autour de 68, sur la question des femmes, sur la question de l'immigration, sur la question des soldats, et sur bien d'autres questions. La CFDT est une organisation avec des positionnements plus radicaux, et dans laquelle d'ailleurs c'est beaucoup de militants extrême gauche, voire des militants qui avaient quitté la CGT ou qui s'en étaient fait jeter, se regroupaient. Bon, le tournant, on le sait, on va passer rapidement, c'est les années 75, donc ça n'a pas duré non plus des lustres cette affaire-là, mais dès les années 75, le recentrage qui fait que la confédération, au niveau confédéral, il y a ces politiques d'adaptation au système, de dialogue social, on dirait maintenant, tous ces machins-là. Ce qui n'a pas été sans crise et tout ça, au fil des années, il y a eu beaucoup de structures, de militants et de structures
qui ont quitté la CFDT, et les derniers gros départs, c'était des grèves sur les retraites. Mais tout ça pour dire que tout ça n'est pas linéaire et que, à mon avis, c'est pas très utile de penser que depuis toujours et partout, tout ça, c'est des traîtres qui ont... voilà. Je pense que quand on va de la base au sommet, les réalités sont très différentes, y compris, on peut voir des structures CGC, par exemple, qui ont un comportement syndical tout à fait honorable, voilà, même si ce n'est pas le cas de la Confédération. Donc voilà, donc pour la CFDT, une évolution qui est des fois frappante, quand on regarde, comme j'étais amené à le faire, on vous fout dans les archives, on est un peu sidéré quand même, on a un peu mal à saisir même tous les ressorts de tout ça. Donc, alors pour ce qui est de la CGT, là aussi, on va dire que la politique de dialogue social qui aujourd'hui nous paraît comme une évidence, c'est quand même une vieille affaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dès les années 50 que la question a commencé à se poser, sous la pression d'ailleurs des autres organisations, on va dire, voilà, réformistes contre nous, pour être plus méchant, ça ne servira pas à grand-chose, mais en tout cas, dès les années 50, sous la pression et des gouvernements et du rapport de force et des relations réformistes, la CGT s'est engagée, c'était notamment autour d'un accord d'entreprise à Renault, s'est engagée dans cette logique qui n'était pas du tout avant la CGT. Avant, alors là, il n'y a pas les statistiques parce que ça n'existait pas, et puis en tout cas, ça n'avait pas l'ampleur d'aujourd'hui, mais en tout cas, la CGT, c'était... Et c'est encore un peu aujourd'hui que dit comme ça, le syndicat qui signait nulle part rien, qui participait même souvent pas aux discussions, qui pratiquait à l'époque ce qu'ils ont fait aujourd'hui, la politique de la chaise vide. Bon, et tout ça, donc ça a évolué depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, de façon, comme on dit chez nous, contradictoire, difficile, et pas sans susciter des oppositions et des contradictions. Alors, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle s'appuie sur deux éléments. C'est la question du rapport de force qu'a évoqué Laurent, c'est-à-dire une situation de rapport de force dégradé, bien souvent pour les structures à la base, c'est aussi un moyen de sauver les meubles, mais c'est évidemment aussi un alibi pour les directions confédérales pour porter une politique qui va complètement dans ce sens-là et où l'adaptation au système, la projection du système apparaît de façon très éclatante. Alors, ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est que on voit bien, c'est ce que Laurent a évoqué, c'est que toute une série de mobilisations immédiatement pose la question de la rupture du dialogue, parce que les patrons aujourd'hui se sentent en situation relativement forte. On n'a aucune volonté, aucun intérêt, intérêt peut-être jamais, mais en tout cas aucune volonté de céder au rapport de force. Donc la question de la signature dans des situations difficiles apparaît comme une pression plus importante qu'on peut retrouver dans une série de mobilisations où les camarades se confrontent à ça. Alors, les réactions dans la CGT et sur ce sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Voilà. Les oppositions traditionnelles à la CGT, c'est ce qu'on appelle chez nous dans notre verbiage souvent des oppositions staliniennes ou post-staliniennes, c'est-à-dire des courants, alors des fois du PC, ça ne se rétracte pas obligatoirement, les débats dans le PC ne sont pas exactement ceux de la CGT, même si c'est, voilà, il y a encore des liens lourds, mais ils tendent à se distendre d'ailleurs, donc pas obligatoirement un recouvrement, mais en tout cas, avec l'idée d'un certain nombre de courants qui s'opposent, alors souvent, comme on dit chez nous dans le discours, à cette politique de dialogue, de signature, sur alors, une série de choses, sur la formation professionnelle, sur les femmes, sur le travail de nuit, enfin toute série dans l'histoire, souvent ça n'a pas laissé une grosse trace, mais dans toute série de situations où la CGT s'est trouvée à signer, à pas signer, un certain nombre de structures, des fois très importantes, se sont opposées à cette politique sur la base de la politique à l'ancienne, souvent la référence est faite à Krasuki ou des gens comme ça, à l'ancienne sur le thème, voilà, on ne signe pas, on ne valide pas des reculs sociaux. Donc ça, ces courants-là existent, alors c'est les principales fédés, c'est l'agroalimentaire, la chimie, le bâtiment, voilà, plus, alors après il y a d'autres secteurs un peu plus compliqués encore, comme le port et doc et des choses comme ça, mais toute une structure qui continue à porter cette politique, au moins au niveau fédéral. Après, dans les structures, quand on descend dans la hiérarchie de la CGT, c'est plus compliqué parce qu'on peut trouver tout son contraire. On peut trouver des structures extrêmement radicales qui vont mener un combat dans lequel on se reconnaît complètement et d'autres qui vont se montrer dans cette politique de signature d'accord. C'est la photographie de la CGT dans ce cadre-là est une affaire extrêmement compliquée et dans laquelle nous-mêmes d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas très bon parce qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on fait en termes de remontée de connaissance du terrain et de ce qui s'y passe.
En tout cas, c'est les premières oppositions traditionnelles. Alors aujourd'hui, ce qui se dégage là de façon compliquée, autour de l'affaire du 12 avril, sur laquelle on reviendra dans d'autres discussions, mais c'est la prise de position d'un certain nombre de structures, comme on l'a évoqué là aussi Laurent, de l'UGFF, de responsables de la météorologie, mais même de plus ou moins de la Fédé, qui critiquent sur le fond la politique de dialogue social et qui prennent des positions publiques. Ce qui, quand même, jusque-là, alors il y a eu évidemment l'affaire du nom du TCE, mais qui est resté. Alors, je sais que beaucoup de camarades ne sont pas d'accord avec cette appréciation, mais on voit qu'il restait une bataille politique interne à la CGT au niveau de structures intermédiaires. Moi, je connais peu ou pas de structures locales, de vraies syndicats dans les boîtes qui ont discuté du TCE. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'appareil intermédiaire des FED, des UD, il y a eu des positionnements politiques à ce moment-là, auxquels ne s'attendait pas, notamment la direction et Thibault en particulier. Donc sur l'histoire autour du 12 avril et très rapidement sur l'affaire du dialogue social de juillet, un certain nombre de prises de position publiques, y compris donc celle, allez, je vais dire un camarade, mais on me reprochera, mais c'est pas grave, de Daniel Sanchez, l'ancien secrétaire de la Fédé Météo, qui a fait un courrier public à la direction confédérale pour dire qu'il ne fallait pas participer au dialogue social, et il avait même signé pour le 12 avril la participation à la manif. Donc des prises de position publiques et politiques, c'est-à-dire qui dénoncent certaines politiques. Alors, après, on peut, et on doit dire, celui-là je le connais bien, mais d'autres aussi, que ce sont des camarades qui jusque-là n'ont pas fait la preuve de leur indépendance par rapport ni au PC ni à la CONF, mais en tout cas des positionnements qui, à mon sens, ont une valeur importante dans la mesure où ils reposent d'abord une surface politique importante et sur une prise en compte de discussions à l'intérieur des structures. C'est-à-dire que souvent, moi c'est encore une fois par rapport au TCE, je pense que le nom TCE n'a pas été porté largement de façon comme nous on pourrait le penser que ça aurait dû être fait dans les débats, dans les structures, que là il y a manifestement la volonté de rendre des comptes de façon intéressante, notamment par exemple dans l'UGFF, qui est quand même aujourd'hui la plus grosse fédération de la CGT, ni la météorologie, ni rien, c'est la plus grosse structure de la fédération, de la CGT. Donc une volonté de rendre compte et d'avoir un débat. Je pense qu'il y a dans ces aspects-là à la fois une critique politique sur l'ensemble des trucs et sur la façon de se positionner qui est intéressante et qui doit nous permettre normalement, je vais vérifier le dépassement d'heure, pas 10 heures, je sais qu'il y a 10 minutes. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a, encore une fois, je pense que c'est important pour nous d'apprécier les nuances dans les positionnements et de voir où ils se situent et comment ils se situent, plutôt que d'avoir une vision un peu générale sur ils ont trahi depuis 1914, ce qui est vrai pour l'essentiel, mais ce qui, à mon avis, ne donne pas beaucoup d'éléments sur aujourd'hui comment on peut se dépatouiller. Et donc je terminerai là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a des éléments dans le travail syndical et aussi la façon, et ce sera un autre débat qui n'aura pas lieu, pas aujourd'hui probablement, mais dans l'implication qu'aujourd'hui nous avons un certain nombre de militants, pas seulement du NPA, mais un peu au-delà, les responsabilités dans lesquelles on est confronté, pour le meilleur et pour le pire, parce que ce n'est pas toujours évident d'assumer l'ensemble des tâches ni l'ensemble des positionnements, mais en tout cas, un certain nombre d'endroits, on doit être capable de mener des batailles, à la fois juste sur le fond, mais aussi juste dans la forme. C'est-à-dire pas dire simplement, voilà, des camarades le prendront mal, mais la politique de la motion qu'on fait voter dans sa structure et qu'on porte comme ça un peu partout pour dire ça c'est possible, je pense qu'aujourd'hui il y a une possibilité de mener un débat plus important. La deuxième chose sur laquelle je terminerai, c'est que ce qui quand même plombe l'ensemble de la situation, c'est le rapport de force, et que ça ne serait pas juste, à mon avis, de passer ça sur la table en disant qu'il suffira d'avoir des bonnes initiatives à la rentrée ou à un autre moment pour renverser ça, parce que je pense que ce rapport de force, y compris, il se traduit dans l'état du mouvement syndical, et qui serait là aussi une autre discussion, l'état du mouvement syndical en termes d'abord numérique, mais aussi de repères politiques, comme on dit chez nous, et qui fait que ces questions-là seront de toute façon difficiles à mettre en œuvre, malgré la ligne juste sur laquelle nous nous appuyons, évidemment. Voilà. Donc pendant pas mal d'années, la FSU a été vue comme une structure un peu alternative par rapport aux organisations traditionnelles, ce qui était en partie vrai d'ailleurs. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir les modifications qui ont eu lieu par rapport à la période de la fondation de la FSU, puisque je vous rappelle que, en gros, en 91, la FSU est issue d'une scission
institution par rapport à la Fédération de l'éducation nationale, qui est devenue l'UNSA et qui était dirigée grosso modo par la social-démocratie. Et donc la fondation de la FSU a été une dynamique militante autour de l'école émancipée, qui était la tendance révolutionnaire de la FEN, et autour d'Unité Action, autour du PC. Donc une dynamique militante autour de ces deux courants-là, qui a construit une organisation syndicale qui se voulait avoir des pratiques différentes, qui se voulait, y compris avec le droit de tendance, qui se voulait plus combative, qui se voulait indépendante de la social-démocratie et des gouvernements. Donc le truc, c'est qu'on vit aujourd'hui une dynamique quasiment, enfin pas quasiment, on vit une dynamique qui est inversée par rapport à cette situation-là, et qui, à mon avis, le fait de plusieurs éléments. Le premier, donc ça a été souligné tout à l'heure, c'est le recul de la conscience. Bon, voilà, dans le cadre du recul du rapport de force, c'est qu'il y a des conséquences très concrètes dans la profession. Quand on discute entre guillemets, l'égalité des chances, même si c'est déjà pas notre tasse de thé avec les collègues, ou sur la question du racisme, sur le socle commun, sur tous ces aspects-là, il y a des gros reculs dans la conscience des collègues qui se ressentent au niveau syndical. Deuxième aspect, c'est l'intégration de la génération 68 à l'appareil d'État, conseiller pédagogique, inspecteur, conseil supérieur des programmes, toute une génération qui a été, enfin toute une génération évidemment c'est exagéré, mais disons toute une partie de ceux qui réfléchissaient, qui organisaient, y compris des courants pédagogiques alternatifs, ont été intégrés à l'appareil d'État, alors avec des aspects à la fois positifs et négatifs, parce que dans l'éducation nationale, si on regarde des programmes de 2002 par exemple, on sait que c'est des programmes qui sont très progressistes par rapport à ce qui s'est fait avant et ce qui se fait aujourd'hui, mais avec cette contradiction que du coup il y a l'intégration, elle a aussi une influence en retour sur les organisations syndicales et sur les militants. Troisième aspect qui est lié à ça, c'est le changement générationnel et aussi l'hémorragie militante, donc bon, voilà, qui est lié aussi au rapport de force évidemment, mais le changement générationnel qui fait que toute une série de militants politisés, notamment du PC, mais y compris de la Ligue, sont sortis du syndicat parce que tout simplement ils sont partis à la retraite, et qui sont remplacés par des militants qui ont des expériences militantes beaucoup moins importantes, parce que avoir fait 68 et 95, c'est pas la même chose que d'avoir fait 2003 qui était une défaite lourde, sans parler des générations qui ont fait quasiment aucune lutte nationale et qui ont été simplement recrutées au syndicat par le biais de la cogestion, les commissions paritaires, l'avancement, etc. Donc une modification de la nature politique d'une grande partie des militants, y compris de la nature sociale, avec l'augmentation du niveau de recrutement des enseignants, qui fait que, en gros, l'enseignant issu des classes populaires avec des parents ouvriers est remplacé par un enseignant qui a fait Bac+3 et aujourd'hui même Bac+5, qui évidemment n'a pas le même rapport à la classe ouvrière et donc aussi à ce qu'on pense qu'il faut, comment doivent réussir les élèves, quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs liens avec la société, etc. Tout ça conduisant, recul de la conscience, intégration d'une partie à l'appareil d'État et modification de la nature militante, en grosso modo une bureaucratisation plus forte du syndicat, avec y compris une partie des militants qui sont très découpés, quand on regarde la direction nationale, très découpés d'équipes militantes, qui sont très découpés du terrain, très découpés, très distendus, qui ont des liens très distendus par rapport aux collègues. Et puis, à la suite de ça, ou en partie lié, quatrième point, c'est la contre-offensive gouvernementale, qu'on a vu notamment avec Sarkozy, puis aujourd'hui avec Hollande, sur l'idée qu'il y a dans les directions syndicales que de toute façon on ne peut pas faire face au rouleau compresseur actuel et qu'il vaut mieux tenter d'arracher des miettes. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement fort parce qu'il est, il est conceptualisé par une partie de la direction syndicale. Et avec un autre aspect qui est assurer le service après-vente dans les élections, c'est-à-dire pouvoir expliquer que quand même on a gagné des choses, alors que tout le monde constate évidemment qu'il y a grosso modo quasiment que des reculs. Il faut pouvoir expliquer que le syndicat sert à quelque chose et donc assurer le service après-vente dans les élections avec une pression supplémentaire pour la FSU, c'est mon cinquième élément, qui sont la réforme de la représentativité qui pousse la FSU à une course beaucoup plus importante aux élections, puisque, vous savez peut-être, mais elle est passée deuxième, la FSU, derrière Force ouvrière aux élections professionnelles, et très peu devant la CGT, ce qui, évidemment, en termes de légitimité, pose un sérieux problème à l'appareil. Donc, toutes ces modifications-là, qui sont plus ou moins objectives, on va dire, conduisent à des changements fondamentaux sur l'orientation de la direction syndicale. Pour en lister quelques-unes, j'ai dit tout
tout à l'heure, il y a une intégration idéologique du discours dominant sur le rôle de l'école qui est hallucinante. C'est-à-dire que dans les congrès maintenant, il y a une bataille systématique sur... pour vous donner un exemple, il y a à l'avant-dernier congrès du IPP une discussion sur est-ce que l'hétérogénéité dans les classes c'est un problème ou est-ce que c'est positif. Donc qui est révélatrice du niveau justement d'intégration idéologique de tout le discours sur les classes dangereuses, sur les rapports de classe de manière générale. Donc une bataille qui a systématiquement gagné en fait dans les congrès, dans le sens positif, mais qui donne un peu la mesure de la dérive de l'appareil. Deuxième aspect, c'est la collaboration avec le gouvernement, qui a atteint dans les derniers temps un niveau assez étonnant, et qui a plusieurs aspects. C'est la proximité idéologique. Moi, je vais dans le SNUPP, dans le SNES, c'est plus complexe, parce qu'il y a un côté plus corpo, qui protège d'un certain point de vue, parce qu'on est quand même obligé de revendiquer le droit. Mais dans le SNUPP, donc le syndicat de premier degré, il y a une proximité idéologique sur les réformes pédagogiques qui est assez folle, avec en particulier, on l'a vu sur la question des rythmes scolaires. En réalité, la direction du syndicat central était d'accord avec la réforme et qui expliquait dans les couloirs aux camarades de l'école émancipée, de toute façon, tu sais, les Parisiens, ils sont super réac, la réforme des rythmes scolaires, ça c'est vachement bien. Donc il y a une proximité idéologique qui est réelle, par les rapprochements dans les réunions au sein de l'appareil d'État, et puis ce que je disais sur la pression idéologique de manière un peu générale, et puis un rapprochement politique avec le PS, qui est très fort, et qui conduit, y compris sur un truc comme les ABCD de l'égalité, à ce que la direction du SNUPP ne sorte pas un texte de critique sur le retrait de l'ABCD de l'égalité. C'est un truc assez dingue, c'est-à-dire qu'y compris c'est un truc que le SNUPP s'est vachement approprié, justement pour donner un côté très gauche au gouvernement, et au moment où le gouvernement le retire, ils n'ont pas un mot pour critiquer le gouvernement. Tout ça ça c'est des exemples qui sont, disons, les plus importants. Il y a aussi un autre aspect, c'est sur la recomposition syndicale, c'est-à-dire quel rapport justement dans le cadre de la représentativité la FSU doit avoir avec la CGT, avec Solidaire et avec avec l'UNSA et la CFDT, comme ça peut paraître un peu étrange. Il y a ces discussions-là. C'est un débat qui est uniquement bureaucratique, c'est-à-dire que pour la direction de la FSU, notamment donc SNES, et au second plan c'est du PP, parce que c'est un appareil qui est moins fort, c'est une discussion sur la quantité de décharge, sur est-ce que tu vas être le premier syndicat ou pas, sur est-ce que l'appareil va être en capacité de se reproduire ou pas. C'est pas une discussion sur ce qui est mieux pour le mouvement ouvrier, j'espère qu'on y reviendra. Et quatrième aspect, donc c'est tout ce qui était dit sur le dialogue social, où donc en gros la FSU a été obligée de sortir de la conférence sociale parce que la CGT l'avait fait, mais c'était absolument pas prévu. C'est-à-dire que et même dans l'école émancipée, en réalité, il n'y avait pas eu de demande sur le fait de sortir de la conférence sociale. Il y avait une critique sur le fait d'y aller, de dire c'est pas très bien, il faudrait critiquer la conférence sociale, mais il n'y a pas eu de débat du tout dans la direction de la FSU sur le fait de sortir. Et c'est quand ils ont vu que la CGT sortait qu'ils se sont dit, bon évidemment, on est obligé de sortir, sinon on va vraiment passer pour des moins que rien, quoi. Donc plus que des hésitations, et un argumentaire qui est assez hallucinant, puisque l'argumentaire sur la sortie, c'est un problème sur l'ordre du jour, ça prend sur le fait qu'on ne discute pas suffisamment de la fonction publique et trop du privé, sur le fait qu'il faudra un réel dialogue social, tout ça pour renouer avec des, entre guillemets, perspectives ambitieuses. Donc on voit bien que le discours justement sur la politique du gouvernement, en réalité il n'est pas ambigu, c'est quasiment un soutien inconditionnel à la politique du gouvernement qui s'est fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça, ça produit en réalité des ruptures. C'est-à-dire que justement, toute la discussion sur le 12 avril, il y a des fédérations, il y a des sections de la FSU, du SNES et du SNUPP qui sont positionnés justement pour l'appel au 12 avril. Sur le dialogue social, pareil, il y a eu une critique en interne, quand même plutôt a posteriori, mais de la prise de position. Et sur les rythmes scolaires, on sait bien que la position du SNUPP était en total décalage avec la profession, puisqu'on a eu dans toutes ces villes, notamment à Paris dans le 94, des 90, 93, 94% des grévistes contre la réforme des rythmes scolaires qui était défendue par le syndicat, quoi. Donc tout ça, c'est des ruptures qui sont importantes. On a même eu le cas d'un texte collectif dans Unité et Action qui critiquait la politique de la direction. Donc c'est-à-dire que le degré d'intégration à la politique gouvernementale
de la direction de la FSU révolte en interne, y compris dans ce que tu disais avant, des couches que nous on appelle bureaucratiques, parce que c'est des gens qui ont des intérêts sociaux avec l'appareil, qui sont complètement liés idéologiquement, mais même chez militants-là, il y a un degré d'intégration qui est trop important et qui fait qu'ils réagissent par rapport à ça et qui se positionnent en partie en opposition à la direction du syndicat. Alors pour terminer sur les perspectives en une minute, bon, il y a des difficultés, c'est-à-dire que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est souvent deux écueils, c'est soit d'apparaître un peu comme les fous du roi, c'est-à-dire ceux qui critiquent en permanence la direction syndicale, qui disent, comme tu disais tout à l'heure, ils ont trahi depuis 1914 et qui à chaque fois qu'ils trahissent le disent. Donc ça c'est un truc qui est en réalité inefficace parce que tu ne te donnes pas la possibilité de faire basculer des gens qui se posent des questions dans le fait d'avoir des oppositions organisées à la direction syndicale. Le deuxième écueil, c'est d'attendre toujours que les ruptures en interne de l'appareil se passent et du coup attendre le dernier moment. Donc je crois que sur l'exemple du dialogue social, ce que n'a pas fait du coup l'école émancipée, c'est un bon exemple, c'est-à-dire en gros de dire on va discuter avec les secteurs combatifs de la direction pour essayer de les emmener sur notre terrain, mais à force de discuter en réalité qu'il se passe rien. Donc ça c'est un peu les deux écueils et qui sont nourris par un aspect que moi j'ai vu à un moment où j'étais dans la direction de l'école émancipée au niveau premier degré, c'est le côté réponse au jour le jour, c'est-à-dire que il y a beaucoup de militants qui dans l'école émancipée sont plus des militants qui sont organisés politiquement et qui du coup prennent pas le temps d'avoir une réflexion sur la moyenne durée, sur justement quelle opposition syndicale tu veux construire, quel syndicalisme tu veux construire, quelles sont les grandes batailles sur lesquelles il faut défendre une orientation alternative à celle des directions syndicales, mais qui sont juste dans une réponse au jour le jour et qui regardent les positionnements de la direction et qui les critiquent. Mais ça, en réalité, ça te désarme énormément parce que tu réponds correctement, mais toujours à l'arrache, toujours à la dernière minute, et en n'ayant pas les moyens du coup de mobiliser les camarades à la base dans les équipes syndicales pour construire autre chose. Donc voilà à quoi on est confronté aujourd'hui, et pour terminer en 15 secondes, pour avancer sur comment construire autre chose, je crois qu'il faut qu'on arrive à connecter différents éléments, et pour ouvrir la discussion, c'est comment à la fois on a une reconstruction d'opposition syndicale qui s'appuie sur des équipes militantes, pas simplement des individus qui font des choses, mais des équipes militantes qui régénèrent, y compris les équipes militantes dans les appareils, etc. Des positionnements super clairs sur l'orientation, couplés à des moments où justement on est en capacité d'entraîner des franges sur une opposition au gouvernement, même si c'est des bureaucrates intermédiaires, des gens qui sont pas forcément tout clairs sur l'ensemble des choses sur le fond, mais avec qui on peut avoir des alliances pour agir. Bon, je ne résiste pas à faire une blague, ça va prendre 30 secondes, c'est sur, pour nous discuter dialogue social, dans le SNUPP, on a le truc des textes sous embargo, pour donner un peu une idée de ce que c'est, c'est-à-dire, il y a le ministère, c'était du temps de Sarkozy, le ministère, il envoie un texte à la direction du SNUPP, mais il dit attention, c'est sous embargo, vous n'avez pas le droit d'en parler. Alors après, l'unité d'action, ils réfléchissent, est-ce qu'on le donne quand même à l'école émancipée ou pas? Ça dépend quoi. Et après, t'as pas le droit quoi. T'as pas le droit de communiquer à salariés, t'as pas le droit de discuter. Et c'est des trucs de fou de rentrer dans cette logique-là, d'avoir une discussion secrète avec le ministère et de ne pas en parler aux salariés. Bon, je résiste pas à ça, c'est pas de blague, c'est un truc absolument horrible, mais c'est la vie. Bon, moi, alors deux choses. Premier truc, c'est par rapport à la discussion sur est-ce qu'au bout du compte, c'est la même chose, l'engagement syndical et le parti. Oui et non. Oui, parce qu'évidemment, oui, notre projet de société, d'une société sans classe et sans État, etc., on le défend partout. On le défend dans les syndicats, on le défend dans le parti, on le défend dans les AG, on le défend dans notre entourage, on le défend partout. Donc, d'un certain point de vue, il n'y a pas de séparation. Mais là où il y a une séparation, c'est que la classe ouvrière, elle n'est pas homogène, c'est-à-dire que tout le monde ne pense pas comme nous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et peut-être que c'est pas que dommage d'ailleurs, parce que c'est bien aussi qu'il y ait des différences, qu'il y ait une hétérogénéité, parce que cette hétérogénéité, elle vient d'expériences différentes, elle vient que tu as des milieux où tu vis de façon différente, etc. Et le syndicat, il ne peut pas du coup avoir le projet révolutionnaire parce que sinon c'est le parti. Et donc il n'arrivera jamais à unifier les travailleurs. Donc pour moi, il y a un truc qui est fondamental, c'est de comprendre que la conscience, elle évolue dans l'action. Et que justement, le fait de faire des pas en avant avec des gens qui ne sont pas des révolutionnaires, mais qui veulent se battre pour une prime, même si dans l'absolu on est contre les primes, on est pour les augmentations salariales, qui sont voilà, pour se battre
chose immédiate, et ben on sait que ça fait évoluer la confiance et que ça donne envie d'aller plus loin. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de syndicat mieux que les autres, et je crois que justement dans la FSU, c'est ce qu'on peut constater peut-être pour tout le monde, c'est qu'un syndicat qui était peut-être il y a un peu mieux il y a 10 ans, et ben aujourd'hui il n'est pas mieux, voire pire que d'autres. Donc voilà, il n'y a pas de syndicat qui est mieux que les autres, parce que justement les syndicats ils sont en permanence dans la contradiction, d'organiser des gens qui sont un peu plus militants, avec les contradictions qu'expliquait Alice sur la bureaucratisation, sur le fait de représenter les gens qui ne sont pas syndiqués, les gens qui sont bons, les gens qui sont racistes, les gens qui ne sont pas militants, les gens qui sont de droite. Voilà, le syndicat, il est bien obligé de faire avec tout ça. Donc nous, dans notre syndicat, on défend une orientation, mais on est pour que le syndicat soit le plus large possible, parce que son objectif, c'est de représenter l'ensemble de la classe pour la mettre en mouvement. Le deuxième truc que je voulais dire, c'était... comment dire, sur comment on avance, c'est que moi je crois qu'il faut construire les syndicats loyalement, parce que si tu fais pas ça, tu construis rien, en fait, tu construis que des subtractions de machin de bidule. Tu construis quand même avec des repères militants, c'est-à-dire justement ce qu'on disait sur la bureaucratisation, sur le rapport à l'institution, sur le rapport à l'auto-organisation, sur le fait que justement l'auto-organisation c'est pas le syndicat, parce que l'auto-organisation c'est aussi des gens qui sont pas syndiqués, c'est des gens qui sont en syndicat, c'est des gens qui militent pour la première fois, c'est des gens qui réfléchissent au quotidien, et c'est loin d'être le cas pour ce qui est des syndicats. Donc c'est donner des repères militants sur comment on milite, sur quel projet de société on a, et c'est aussi défendre un minimum des orientations nationales. On disait tout à l'heure, effectivement, c'est pas tous les jours facile. Voilà, quand on gagne quelqu'un au syndicat, quand on donne des repères militants sur comment on construit, sur le fait qu'on milite, sur le fait qu'on n'est pas de bureaucrate, sur le fait qu'on se pose toutes ces réflexions, c'est pas évident en plus de dire, mais en plus le gouvernement c'est vraiment des connards. Voilà. Mais on n'a pas le choix. En réalité, on est obligé de faire ce truc-là, à la fois construire largement, donner des repères militants et une orientation à l'échelle nationale. Mais je crois que, et je terminerai là-dessus, je crois qu'il faut aussi à la fois être ambitieux, c'est-à-dire se dire, voilà, ça, on le propose à tout le monde, en même temps voir que la réalité concrète dans nos lieux de travail, c'est que deux fois, en réalité, ça, tu peux le proposer à une, deux, des fois 3 personnes, mais souvent pas plus. Et que des fois, il vaut mieux faire avec un ou deux, d'arriver à faire, voilà, avec au moins 2 ou 3 à militer un peu dans le même sens, que d'être tout seul à croire qu'on parle à 5000 personnes et où en réalité notre parole se dissout complètement. Moi, pour répondre à la question qui a été posée quand le camarade n'est plus là, est-ce que les syndicats sont absolument en dialogue social? Je crois que la réponse, pour ce qui est des confédérations, pardon, caché derrière Denis, un peu imposant, est-il absolument en dialogue social? Je crois que la réponse au niveau des confédérations, c'est comme elle dit d'ailleurs, c'est non seulement c'est possible qu'ils soient, elles sont dissoutes et depuis longtemps. Je crois que cette question-là, elle est résolue, mais la question qu'on doit se poser, c'est à partir de là, sachant ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réétudier, l'affiner, le comprendre en fonction des différentes fédérations, confédérations, pour voir dans quelle mesure et comment ça s'est fait et comment aujourd'hui ça se concrétise, avec toute la question du financement qui a été évoquée, la question de la représentativité. On voit bien qu'il y a des machines de guerre qui sont améliorées au fil du temps et qui améliorent l'intégration, si je puis dire, et qui la rend plus profonde, plus pernicieuse et plus indispensable, parce que sur la question du fric et des cotises, par exemple, on voit bien que, contrairement à ce que disent Le Pen, Chérec et autres, j'ai vu la BRG là, la place des cotisations elle diminue dans la façon dont les structures se construisent. On voit bien qu'il y a des machines de guerre qui ont été mises en place, qui ne sont pas seulement comment l'impérialisme en 1914 achetait les bureaucraties naissantes. Donc voilà, c'est une question de fond, elle est résolue, mais en même temps, je pense qu'il faut l'affiner pour comprendre comment ça fonctionne et pourquoi, comment ça fonctionne et comment on le combat. Alors, donc une fois qu'on a résolu la question de savoir s'ils étaient dissous dans notre social, c'est oui. Mais malgré tout, est-ce que c'est utile encore d'être dans le syndicat, de militer dans les syndicats? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, moi je crois que la réponse classique de notre mouvement, notre courant, c'est oui. Traditionnellement, c'est oui. Alors je crois qu'aujourd'hui, alors peut-être, je ne vais pas jeter un pavé, mais un caillou dans la mare. C'est-à-dire qu'en disant aujourd'hui, on doit quand même se poser la question de si c'est encore vraiment utile. Alors c'est utile, il y a tout un aspect qui est mis en avant par notre courant en disant que, grosso modo, dans le privé par exemple, si on n'est pas syndiqué, si on n'a pas de mandat, on ne peut pas militer. Bon, c'est une dimension qui est partiellement juste. Hein. Et donc ça, savoir ce que la contrepartie de ça. C'est-à-dire que, après, quand on parle, c'est évoqué la question de la démocratie, on parle de rotation des mandats, on sait que ça a une limite.
qui est que le jour où le ou la camarade n'a plus de mandat, il peut se faire jeter de l'entreprise. Donc on voit bien que le côté indispensable, utile, même lui, il a son côté pervers, puisqu'à un moment donné, on est sur une zone de non-retour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la perception qui a été dite ici, mais dont on connaît bien, c'est le refus, la contestation des syndicats est telle qu'aujourd'hui, c'est perçu souvent comme le fait que c'est finalement que des bureaucrates qui se battent pour leur position, leurs petits intérêts, leurs ordres de délégation et éventuellement, dans certaines entreprises, leur déroulement de carrière. Donc je crois que ça, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire en disant qu'on ne peut pas, c'est pas seulement qu'on peut dire, mais ça je comprends, en fait, ça ne sert pas à grand-chose de dire les syndicats ont trahi, je fais attention à ça, les syndicats ont trahi plus longtemps, mais aujourd'hui concrètement, est-ce qu'ils ont encore une utilité dans la construction du rapport de force qui est notre objet, enfin qui est notre sujet, notre objet, notre volonté et notre fond politique. Et je crois que cette question-là, il faut se la poser, parce que je pense que, bon, différentes interventions, les camarades de Saint-Denis, les camarades de la justice ou d'autres, bon voilà, on posait clairement la question, c'est que c'est pas seulement un outil, c'est plus seulement un outil de dialogue social, mais c'est un outil qui combat les mobilisations. Donc ça, je crois qu'il faut le prendre en compte dans la façon dont, non seulement, alors il y a nos postures personnelles dans le syndicat qui en général d'ailleurs sont très différentes des postures traditionnelles des militants. Enfin, tous ceux qui font un peu de syndicalisme savent que c'est pas facile, mais qu'en fait voilà, on est vite repéré. Et d'ailleurs, les DRH souvent ont pointé cette affaire-là depuis longtemps en disant que souvent c'est les trotskistes qui sont pointés en disant qu'avec ce homme a un peu plus de mal qu'avec les autres. Donc je crois que la posture, on l'a, même si c'est pas facile, mais je pense que la présentation du syndicat et ce que c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut nuancer par rapport à notre credo traditionnel de dire c'est une voie incontournable, c'est un point de passage obligatoire. Je pense qu'aujourd'hui on est confronté à telle déstructuration et restructuration et différents positionnements des salariés aujourd'hui qu'il faut au moins poser la question et puis voir après comment on la résout. Moi j'ai toujours connu dans la boîte où j'étais des gens qu'on appelle les grandes gueules, qui n'étaient pas syndiqués, qui n'avaient aucun mandat, qui n'ont jamais voulu, puis des fois au bout d'un moment ils en ont pris un quand même, mais qui, par leur positionnement dans là où ils sont, comme salariés, dans leur équipe, dans leur groupe, dans leur machin, de toute façon étaient aussi inattaquables, et en tout cas sur le fond des fois plus inattaquables que le meilleur, le moins mauvais des militants syndicaux. Donc je crois que ces questions-là, il faut se les poser parce que sinon, je pense que voilà, on limite un peu nos objectifs et même dans la façon de militer, on se brime un peu. Voilà, je sais pas si on peut. Il n'y a personne pour mettre le papier sur ça. Ah, on va manger. Moi, bon, juste pour revenir sur quelques petites choses. Pardon, non, d'abord, juste sur l'histoire des statistiques, sur les accords signés, etc. C'était un article qui dit en même temps moins de grève. Et, bon, et je crois qu'il témoigne d'une situation et qui est, je crois, important. Encore une fois, accord signé, je reviens là-dessus. Des fois, c'est une offensive. C'est tout bête. C'est le chantage exercé par les patrons. C'est toute cette situation-là qui s'aggrave. Je le dis parce que, comment dire, nous, ce qui nous importe, je crois, ce qui nous importait de discuter aussi ce matin, puis d'échanger là-dessus, comment les uns et les autres on voit les choses, c'est qu'y compris cette histoire de dialogue social, c'est Valls là qui a dit, c'est une méthode, et une méthode pour éviter les conflits. Donc, il faut que les responsables syndicaux y soient. Voilà, c'est tout résumé. Ils participent tous de ce cercle-là. Et nous, on est à l'opposé de tout ça. Nous, on dit, l'affrontement, il faut le préparer. Parce qu'on sait qu'en face, ils ne font pas de cadeaux. Et je crois que c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, dans tout le boulot syndical, justement, de discuter, bon, voilà, on n'appuie pas sur un bouton, on est au courant, mais comment on va préparer l'affrontement? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel problème ça nous pose? Voilà, je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pas mal. Deuxième chose, juste sur la SNCF, que je fasse bien comprendre, sur le côté de la politisation, j'entends de la grève, je pense que pour beaucoup, ils sont partis sur des questions, ils sont partis en grève sur des questions de se dire, on fait gaffe à notre statut parce que demain ils vont nous foutre en l'air, comme ça s'est fait partout avec la nouvelle réorganisation. Ce qui est, mais de fait, il y a une discussion compliquée entre l'histoire, la RFF, machin, la nouvelle structure qu'ils veulent créer, mais il n'y a pas la revendication qui dit retour à la SNCF, c'est un service public communauté réellement. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose qui est une revendication politique, parce que ça, y compris aujourd'hui, je crois que ça parle. Bien évidemment, la question sur les salaires aussi devrait être une question
politique, des bagarres sur les salaires lors des NAO, il y en a pas mal. C'est assez difficile de les sortir d'une situation boîte par boîte. Et pourtant, même les patrons discutent de façon très politique. Ils disent, voilà, les salaires, ça sera tant, parce que vous avez vu, quand le gouvernement fait tout le topo sur la baisse du coût du travail et que ça tourne en boucle, et qu'ils font ça avec le MEDEF, ça exerce une pression sur tout le monde. Et puis quand le gouvernement décide qu'on bloque les salaires pour 5 ans, ça exerce une pression, y compris sur les boîtes du privé, etc. etc. Par contre, voilà, là-dessus aussi, je pense qu'il y a un gros boulot de dire que attaquer la discussion sur les salaires comme une réelle bataille politique, tout à fait, pour inverser les choses. Et dernière chose, moi, c'est par rapport à la discussion sur... oui, c'est les copains qui disaient sur la bureaucratisation, comment on discute. C'est vrai que, voilà, il y a la conf, il y a la politique de Le Ban, ou d'autres. Ce que je voulais juste dire, moi, c'est que la politique du dialogue social, je trouve aussi que ça crée quelque chose qui a quand même évolué dans les syndicats. C'est que des gens qui font du boulot syndical, je dirais, au sens de chercher à développer, à faire du débat autour, à essayer que des salariés s'organisent pour se défendre. Rien que ça. Se dire, c'est pas parce qu'on est élu quelque part. Enfin, moi, je sais pas, quand j'ai démarré au CHS, on disait, de toute façon, nous, ce qu'on va dire, ce qui compte le plus, c'est le nombre de gens qu'on va essayer de faire intervenir sur cette question-là. Rien que ces réflexes-là, c'est en train de reculer sacrément. Et pour faire tourner des boutiques syndicales, y compris, c'est vrai qu'il y a plein de gens, à des échelons intermédiaires, etc., qui sont préoccupés par y compris faire tourner le syndicat, se retrouvent aujourd'hui vachement inquiets. Je crois que c'est une des raisons qui fait que ça a pas mal gueulé sur l'histoire de la conférence sociale, et que nous, on a quelque chose à discuter là-dessus. C'est que le syndicat, on pense, oui, que c'est une organisation des travailleurs, le côté démocratique, bien évidemment, et puis le côté d'un syndicat pour la lutte, et qui aide à... Et c'est là que c'est le dernier volet, c'est que, militer dans les syndicats, oui, non, moi je pense oui, il le faut, et ça me semble indispensable, mais en disant de la politique, parce que je ne vois pas ce qu'on peut y faire d'autre. Parce que le problème où ils se retrouvent aujourd'hui, les syndicats, c'est que si on se limite au cadre du résorbement des institutions, de la situation telle qu'elle est, voilà, on est dominé par la morale du patron et du gouvernement, qui soit de gauche. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'on attend de nous.